Voilà. Bonjour, rebonjour, rebonsoir chers amis. Voilà. Je crois que c'est pas trop. Le ramadan commence à faire ses effets. C'est pas du tout évident. Voilà, mais bon, on va quand même tenir comme des bons guerriers. Voilà. Et, ne pas abandonner avant la fin. Voilà, bon, alors je sais pas maintenant, ça c'est autre chose. Bonjour Laï Bomba, il faut que tu me fasses vraiment un cours là, sur comment porter ces histoires-là et comment les utiliser, parce que je suis vraiment complètement nul et je sais pas du tout comment m'en sortir. Voilà, je vais essayer de rester décent tout en portant mon micro. Voilà, c'est ça. Bonjour Bijou. J'espère que le ramadan n'est pas si méchant que ça. Ça commence à être un peu chaud, hein, voilà. Donc, voilà, mais bon. J'espère que vous continuez à travailler parce que il faut continuer à travailler aussi. Hein, la vie ne s'arrête pas, donc personnellement je continue à travailler, sauf que je fais comme les CRR maintenant, hein, voilà. C'est-à-dire après le iftar là que je commence maintenant à travailler, je travaille comme un fou jusqu'au petit matin. Je prie et je dors toute la journée, voilà. Sauf si Laï Bomba Seck me demande m'active pour me dire, mais monsieur Ken, il faut faire ton live, quoi, voilà. Sinon, je fais comme un CRR, ça dit la journée, je fous rien. Enfin, quelquefois, je travaille quand il y a trop de travail. Mais généralement, c'est après les iftar, là, que je fais un job à fond. Voilà, c'est ça. Comme un bon CRR, voilà, c'est ça. Donc, je salue mes parents CRR et tous les guerriers, quoi. Voilà. Mais nous, on est toujours à cet âge-là où on essaie d'apprendre. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, on va écouter ensemble de la bonne comédie le temps que certains viennent et qu'on puisse commencer à travailler. Voilà, le mari de la maman. Oh, Mara. Est-ce que ça va? Yes. Oh, c'est l'honneur de jouer devant mon fils. Non, je vous assure qu'au quartier ce matin, lorsque je leur ai dit que je vais jouer devant lui, si je vous dis ce que les gens du quartier vont de lui dire, ils ont dit, il faut dire à Ali que nous, on a compris que, on pense que, il fait que. Non, tu as pris des mesures. Toutes les mesures sont bonnes. Mais il y a une mesure qui a choqué les Gabonais. La fermeture des bars à 22 h. Yeah! Non! Je vous assure, dans les quartiers chauds de Libreville, quand les gens sont déjà bourrés, tu entends souvent, Ali, il est fou. Comment? Nous sommes vampires ne passe même pour son père, quoi. Son père, pendant 40 ans, on a pu fatiguer lui-même, pas 5 ans. Et là où il a cassé Rio, nous, quand on fait les grèves, on casse encore quoi? Non, il a vraiment une vision émergente. Je vous assure. Mais je profite de l'occasion de mon discours pour vous dire un petit mot. Parce qu'à l'époque, on appelait le PDG parti de masse populaire. Mais depuis un temps, c'est le parti de masse électrique. Il y a les tensions partout. Qu'est-ce qui se passe? Mon homonyme m'a demandé de gérer le parti. Si vous faites le désordre, ce n'est plus bien. Il faut vous rappeler, je voudrais de m'inspirer de Mme Rose Francis Rogombe, si elle est là. Lors de la transition, elle nous avait parlé des 3C. La Constitution, le consensus, la concertation, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Oui, Ibrahim, c'est pas du tout facile, hein, ce ramadan, là. Voilà. Bon, on essaie de les donner un contenu pas évident. Les gens, il y avait trop de cafouillage. La lettre A, on ne savait plus qui était qui dans quel camp. La lettre A, ceux qui ont géré avec le vieux ont changé de côté. La lettre A, la lettre A. Heureusement, Mme Rogombe a réuni tout le PDG avec tous ses caciques. La lettre A, à l'issue de la concertation, la lettre A, Ali a été choisi. La lettre A, certains ont piqué une colère. Continuez.
On nous avait même rapporté que le pauvre Faustin Boukoubi avait reçu une claque. Bon, enfin, ça reste à confirmer. Alors, pendant la campagne, certains nous ont dit que par rapport à la fraude, ils ont apporté les clés. Mais alors qu'ils étaient les premiers à contester, Dieu merci, le pays est revenu au calme. Mais à tous les PDG, je veux donner un petit conseil. Les jeunes, les vieux ne sont pas chassés. Les vieux, laissez aussi aux jeunes la chance. Alors, je voudrais... Par rapport à la fraude, ils ont apporté les clés. Mais alors qu'ils étaient les premiers à contester, Dieu merci, le pays est revenu au calme. Mais à tous les PDG, je veux donner un petit conseil. Les jeunes, les vieux ne sont pas chassés. Parce que c'est sur vous tous que lui, il repose sa confiance. Et je ne voudrais pas dire comme Faustin, je voudrais dire comme tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on abuse de sa confiance. Parce qu'il y a certains parmi vous qu'on connaît. Ok, bien. À l'endroit du distingué camarade aussi, j'ai un grand nombre de conseils. Ce que je souhaite, c'est que tu continues à être courageux, compétent, charismatique. Tout le peuple gabonais sait que tu es un homme de confiance. Parce qu'on sait que c'est un homme crédible, un homme de culture. S'il peut continuer à résoudre le problème de la corruption, du chômage, continuer à maintenir le pays dans le calme, la cohésion, la cohabitation, dans la concorde. Parce que tu nous as promis un avenir en confiance. Même si dans certains journaux, certains racontent que l'avenir n'est plus en confiance. Mais nous savons qu'il est bel et bien capable de construire, puisqu'il a déjà commencé à tout casser. Il a apporté beaucoup de changements. Et même lui-même, il a changé. Il a changé de coiffure. Et ça le rend encore de plus en plus classe. Alors je voudrais quand même lui serrer la main. Il a apporté beaucoup de changements. Et même lui-même, il a changé. Il a changé de coiffure. Et ça le rend encore de plus en plus classe. Alors je voudrais quand même lui serrer la main. Il faut que j'enlève le son ici, sinon on va... Voilà, c'est ça. Bien, alors... superbe. Bien, donc bonjour chers amis internautes, voilà, j'ai dû étaler toute ma petite carence là, sur le mois de Ramadan. Je sais pas, mais en tout cas, le Ramadan, plus je prends de l'âge, plus c'est un peu difficile pour moi, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Le seul avantage, c'est la solidarité, ça dit que tu as l'impression que tout le monde a jeûné, donc ça rend les choses moins compliquées, moins difficiles. Et avec ce couvre-feu là, que je ne supporte pas particulièrement, hein, plus que les autres, hein, voilà. Mais le couvre-feu est génial quelque part, il y a moins de problèmes, il y a moins de bruit, il y a moins de gêne, etc. Voilà. Même si c'est vrai que ça aurait été génial d'aller à la mosquée, des trucs comme ça, d'aller prendre le ndogu chez Laye Bamba ou chez Sanoudia, des trucs comme ça, ou chez Oumoudat, ça aurait été super bien d'inviter les amis, prendre des ndogu, tout ça, ça aurait été des très très belles choses. Mais bon, malheureusement cette année, on a un grand champion qui s'appelle Corona qui a bouleversé tous nos plans et voilà, on va faire la guerre, on va gagner et puis on va reprendre une vie plus belle en ayant appris bien sûr des erreurs du passé. Voilà, bien. Donc je voudrais vraiment vous remercier d'être là, de vraiment toute cette implication au niveau de la chaîne Marketing TV Monde. On voit que les gens vraiment s'approprient la chaîne, participent, écoutent et je crois que petit à petit tout le monde découvre que c'est vraiment un vivier. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de gens qui ont du potentiel, qui viennent participer à leur savoir et le mettre généralement sous un angle qui est un angle
beaucoup plus éclairci, beaucoup plus élargi, parce que l'intervenant a du temps, parce qu'il a des questions, parce que réellement, il veut vraiment apporter des bonnes réponses. Et je crois que ça se passe très très bien sur Marketing TV Monde. Moi, je suis très fier de ça, je suis très fier de cette aventure. Donc, suivez, partagez les vidéos, regardez, discutez-en. Participez au jeu de questions-réponses de Laibamba. Et je crois que pour toutes les questions dans tous les domaines, il va vraiment vous trouver les gens qui ont les meilleures réponses. Et je crois que ça va faire du consulting et du coaching vraiment en direct. C'est encore 1000 fois mieux que ça. Voilà. Alors, c'est mieux d'utiliser ce temps pendant le mois de Ramadan que d'écouter des blagues. Les blagues, on peut en faire jusqu'à 100 ans, mais apprendre, je crois qu'il y a un moment où l'apprentissage a encore beaucoup plus de sens. Donc, je vous propose de vous y mettre à 1000%. Voilà, bien. Quand même, mais ça, c'est pour Laibamba. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le masque, parce que j'aime pas tellement porter les masques. Mais voilà, mais j'avais un masque que j'ai adoré aujourd'hui, parce que là, il fait un masque vraiment... Voilà, c'est ça. Alors, heureusement, il y a les billets sur ma lumière, voilà. Alors là, Laibamba, je voudrais vraiment que tu prennes une photo de ça, parce que c'est super classe, tu vois. J'ai ma tenue qui est bien assortie à mon masque, voilà. Donc ça, c'est hyper classe, sauf que je ressemble un peu à un braqueur de banque, quoi, voilà. Donc ça, c'était pour la petite séquence sensibilisation, pour dire que les masques, maintenant, je me suis tellement habitué que je le porte avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur, voilà, bien. Donc, portons tous des masques, ne nous saluons pas et respectons les normes sanitaires. Si on les respecte bien, ça nous permettra de convaincre le gouvernement d'ouvrir les mosquées, d'ouvrir les marchés, etc., parce qu'ils comprendront que nous sommes prêts à respecter l'ensemble des règles, et en ce moment-là, on pourra ensemble mettre en place les règles et y aller et sortir un peu, j'aime pas le terme de confinement, mais de cette situation, parce que nous, on n'a jamais été confinés, en fait, mais sortir un peu de cette situation pour vivre, mais avec une nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire aller dans les supermarchés, les marchés, en respectant les règles de distanciation physique, pas sociale, mais physique, d'accord, en ne se donnant pas la main, en arrêtant de se donner la main, en ne parlant pas très fort devant les gens pour éviter de projeter de la salive, voilà, en portant des masques, bien sûr. Ça, vraiment, je crois que si on arrive à le faire, on peut convaincre le gouvernement maintenant d'ouvrir les mosquées, d'ouvrir les écoles, etc. et tout, que chacun s'y mette, que chacun sensibilise, je vois que ça ira, voilà, c'est ça, bien. Donc, la dernière fois, on avait vraiment, toujours dans cette dynamique de parler de l'entretien de vente, on avait parlé notamment de la première phase, qui était la phase de l'approche commerciale, je crois qu'il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a parlé d'une autre phase, qui était une phase très importante, qui est notamment la phase de découverte, j'avais dit, qui est vraiment le cœur de la négociation commerciale, parce que l'approche du marketing, c'est de satisfaire les besoins. Et pour satisfaire les besoins, il est important de savoir quel est justement le besoin qui existe. Et la phase découverte permettait d'aller explorer pour savoir exactement qu'est-ce que l'autre attend de nous, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme solution. Voilà, bien. Et j'avais dit que dans la phase découverte, notamment, il était important, en tout cas en B2C, c'est-à-dire quand vous vendez à un consommateur final, de bien comprendre notamment ses besoins. Parce qu'un achat ne peut se faire que sur la base d'un besoin. Sans besoin, pas d'achat. Et j'aime bien quand certains disent on crée des besoins. Les besoins, on ne les crée pas. Les besoins, on peut les stimuler peut-être. Mais les besoins, on ne les crée pas. C'est absolument clair. Voilà. Et pour comprendre que les besoins, on ne les crée pas, il faut sortir un peu de l'école de Maslow pour aller vers l'école de Freud. C'est vrai que Maslow avait tout simplement sorti une classification des besoins en 5 types de besoins, et puis il avait pensé que l'ensemble de ces besoins devait être hiérarchisé. C'est pourquoi il avait parlé de the needs hierarchy. Voilà. Ce qui, bien sûr, ne résiste pas à l'analyse par rapport à notre temps, par exemple, parce que Maslow avait principalement axé son étude ou son travail sur la classe moyenne américaine des années 50, qui vraiment, effectivement, progressait comme ça, depuis des besoins physiologiques jusqu'à des besoins de réalisation de soi. Mais ça, c'était une photographie d'une société en certain moment qui ne peut pas être élargie à tout le monde. Nous, on a des valeurs différentes où le job, le kersa, etc. sont plus importantes que, par exemple, même manger, etc. Donc on n'a pas, mais ça, je crois que beaucoup de profs en discutent et c'est très bien d'en discuter. Voilà. Par contre, il y a un truc que Maslow n'a pas sorti, et ce n'est pas son travail, de toute façon, lui, il cherchait à classifier les besoins, et que Freud a expliqué. C'est important qu'on retourne à la dimension psychanalytique, notamment des travaux sur le marketing. À mon avis, c'est très, très important, parce que c'est Ernest Dichter qui, notamment dès les années 30, va essayer d'introduire le marketing dans
dans l'approche des entreprises. Hein. Il a fait avec Dubonnet en France, il a fait plus tard avec notamment Procter & Gamble, et je crois qu'il a été à l'origine d'une des premières belles campagnes de Procter & Gamble, notamment qui utilisait la psychologie comme outil, en tout cas d'attraction de la clientèle et de développement des ventes. Voilà, c'est ça. Alors, par exemple, Freud va nous expliquer tout simplement que les besoins, dans la psychologie de l'individu, il y a trois compartiments. Il y a un gros compartiment il y a un petit compartiment qui semble être le plus gros, qui est ce qu'on appelle le conscient. Donc, c'est des choses dont on est conscient, sur lesquelles on sait qu'on en a besoin, c'est présent, c'est là, etc. Et on n'a pas peur d'en parler. Et il y a le subconscient, bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Et il va y avoir surtout le pan le plus important qui guide l'individu et qui est le plus profond de lui et qu'on appelle notamment l'inconscient. Voilà. Alors l'inconscient, c'est vraiment les besoins les plus profonds de l'individu, c'est les choses les plus lointaines chez l'individu, mais qu'il ne va pas exprimer pour plusieurs raisons. Excusez-moi. Voilà, pour plusieurs raisons. Parmi les raisons notamment qui vont faire qu'il ne va pas s'exprimer, il va y avoir de la répression. Notamment, vous l'avez vu avec Freud. Bon, lui, c'est vrai qu'il avait axé toute la répression sur le sexe en disant que c'est la libido, etc. Mais en marketing, aujourd'hui, l'ensemble des études qualitatives reposent sur cette approche de Freud pour dire qu'attention, la seule éducation peut être une répression. Le fait qu'on vous dise que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bon, ce que la religion nous interdit, toutes ces choses-là vont venir être des éléments de répression qui vont faire que quand on a un besoin, on a même peur d'être conscient de ce besoin. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les besoins qu'on appelle des besoins exprès, qui sont là, qui sont conscients, etc. Mais il y a surtout les besoins inconscients, des besoins sur lesquels l'individu n'est même pas conscient qu'il a ce besoin. Donc, on peut aller rechercher justement avec lui, en profondeur, analyser avec lui, pour l'amener à extirper ce besoin de la zone de confort de l'inconscience jusqu'à la zone de confort de conscience. Voilà. Mais, je vous assure qu'un besoin, il ne se crée pas. Le besoin, soit il est connu, on le gère, soit il n'est pas connu, il devient latent, on va le chercher là où il est. Mais on ne peut pas manger à sa faim et vouloir dire que je crée un besoin pour quelqu'un qui n'a plus rien à se mettre dans son ventre parce que son ventre est plein. Créer un besoin, c'est pas possible. On ne peut pas créer un besoin pour quelqu'un qui vient de faire 10 heures de sommeil en lui créant un besoin de dormir. Non, on peut par contre lui forcer de prendre des somnifères, etc. Donc le besoin est naturel. Ça, il faut vraiment qu'on le comprenne. Il est soit conscient, soit inconscient. C'était une petite parenthèse. Je salue au passage notamment Farba, je salue Mme Djulissi plutôt. Je salue vraiment aussi Khalifa Diaby qui fait un excellent job. J'ai bien écouté ta vidéo sur la communication. Vraiment, ça c'est des choses sur lesquelles vraiment il faut continuer le plus possible. Voilà, c'est ça. Pape Babacardia qui rappelle que le besoin est un sentiment de manque. C'est plus qu'un sentiment, c'est une sensation. Le sentiment, c'est du feeling, voilà. Mais ici, c'est une sensation. On sent réellement qu'il y ait un manque. Hein, c'est vraiment ça. Le besoin est caractérisé par deux choses. Hein. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est le fait de sentir, c'est un manque ressenti, un vrai manque. Mais c'est pas seulement le manque. Ce qui va rendre le besoin plus intéressant en marketing, c'est que le manque aussi va susciter ce qu'on appelle... un inconfort. Donc, il y a à la fois le sentiment, le ressenti du manque, mais il y a aussi une tension qui va notamment exacerber ce manque. Et c'est la tension qui va entraîner justement les motivations. Parce que quand on manque d'une chose, qu'on le sente vraiment qu'on manque de ça, et qu'on se dise que si je ne l'ai pas, ça n'ira pas, c'est ce processus-là qui va nous amener à vouloir acheter. Mais quand on manque d'une chose et qu'il n'y a pas de tension, on se dit j'aurais bien voulu avoir un avion, mais bon, c'est pas urgent, on ne fait rien pour acheter un avion, voilà. Mais quand on se dit vraiment, je sens rien dans mon ventre, là, j'ai faim, c'est un gros problème, il faudrait que je puisse manger quelque chose, etc. Là, ça crée une tension et on va se battre pour trouver quelque chose. C'est là que le besoin devient un besoin marketing intéressant parce qu'il va se traduire en motivation, ensuite en module d'achat, etc. Et justement, vous me donnez le point absolument nécessaire pour dire que dans la phase découverte, c'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est quoi le besoin ? C'est quoi la motivation et notamment c'est quoi les modules d'achat. Parce que nous cherchons à apporter une réponse. Pour apporter une réponse, il faut poser le problème. C'est quoi le problème, c'est quoi la solution recherchée. Donc, je vais aller dire, ok, on négocie ensemble, je vais essayer de savoir c'est quoi votre problème. Votre problème, c'est quoi? C'est un besoin. C'est-à-dire que c'est un manque que vous avez, qui est un manque qui peut être conscient. S'il n'est pas conscient, je dialogue avec vous pour voir est-ce que
vous n'auriez pas justement un manque inconscient et pour lequel vous devriez quand même prendre conscience. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. Quelquefois, l'individu ne sent pas, comme je vous l'ai dit. Hein. Moi, dans mon job, par exemple, beaucoup de clients m'appellent pour me dire, ben, Monsieur Khan, écoutez, bonjour, nous avons des problèmes, les ventes ne marchent pas, il faut former les commerciaux. Alors que le problème, c'est pas la formation des commerciaux. Ça peut être autre chose, ça peut être du coaching, ça peut être même un problème, non pas des commerciaux, mais du management commercial. Mais celui qui fait la demande, pour lui, dans sa tête, c'est le problème, c'est les commerciaux, ça marche pas. Donc, je suis obligé d'aller faire un dialogue, un travail de diagnostic, de discuter avec lui, de voir les facteurs qui entraînent ça, pour pouvoir amener un dialogue et l'amener, lui, à ressortir de sa zone de confort pour dire « Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a des problèmes de documents, les managers, etc. » C'est là que je vais maintenant pouvoir découvrir très clairement quels sont l'ensemble des enjeux liés aux besoins et l'aider à déterminer, en tout cas, de manière plus claire, plus ouverte, l'envergure de son besoin plutôt que de se mettre dans un confort pour dire écoutez, c'est juste un problème de formation des commerciaux, alors que ça peut être plus compliqué que ça. Voilà, bien. C'est un exemple que je donnais pour dire que on peut pas dire juste à un client dans une négociation, quand il vous dit j'ai besoin de ça, vous dites ok, c'est bien, moi j'ai ça, au revoir. Non, regardez plus grand que ça. Voilà. Pourquoi? Parce que de plus en plus, une des stratégies concurrentielles majeures utilisées par les entreprises aujourd'hui, c'est l'approche globale de l'offre. On parle de service global. Aujourd'hui, on parle de marketing de service global. Ceux qui vendent des produits ne vendent pas que des produits, ils vendent des services dedans. Donc, quand on parle d'offre globale à la clientèle, c'est parce que derrière, il y a une attente globale de la clientèle. Je crois que ça a été mis en évidence par Vendeur Merve, notamment dans une très belle étude qui avait été présentée, en tout cas qui a été éditée en 1994, notamment, où il parlait un peu de cette nécessité pour l'entreprise de s'adapter aux nouvelles tendances de la clientèle. Et parmi les tendances de la clientèle, c'est on ne veut plus avoir affaire à plusieurs prestataires. On veut, à travers un prestataire, avoir le maximum de services possible. Ça nous permet, au lieu d'avoir plusieurs contacts, plusieurs facturations, etc., d'avoir juste une interface qui va nous régler beaucoup de problèmes qui sont liés à un produit particulier. Voilà. Et le fait maintenant d'aller négocier avec la clientèle, ça nous permet nous aussi de voir par rapport à ce qu'on vend, où sont les autres aspects sur lesquels on peut se développer, les autres aspects sur lesquels on peut offrir un plus, etc. Combien de fois une entreprise va perdre un client pour une raison très simple, parce qu'il n'a pas de livreur, ou parce qu'il n'a pas de service de livraison, ou parce qu'il n'a pas de service de montage, ou bien parce qu'il n'a pas de service après-vente, tout simplement. Et le client, pour lui, ça va être très important que non seulement il achète le produit, mais le service après-vente va être très important pour lui. Quand vous dites, OK, je vous vends le produit le moins cher du monde, mais je n'ai pas de service après-vente, alors que lui, c'est important pour lui, il peut vous dire, OK, ça ne m'intéresse pas. C'est pourquoi, dans la découverte, il est important qu'on aille voir l'ensemble de ces aspects-là pour essayer de voir comment avoir une approche globale. Voilà, bien. Et n'oubliez pas que le représentant commercial, un de ses rôles, c'est pas seulement de vendre, c'est aussi d'aider l'entreprise à améliorer sa stratégie. Et quand je découvre que les clients ont non seulement besoin de notre produit, mais d'autres types de services qui sont liés à notre produit et qu'on peut développer, mais justement, c'est l'occasion de le mettre dans les rapports, d'en discuter avec les managers pour qu'eux-mêmes puissent voir comment élargir l'offre et permettre aux commerciaux d'avoir une offre beaucoup plus globale et donc non seulement de convaincre les clients, mais de pouvoir surtout notamment, comment on appelle ça encore, de les fidéliser parce que l'enjeu est là. Voilà, bien. Alors, donc, comprendre, apporter la réponse, c'est se dire, discutons ensemble sur c'est quoi votre problème, de quoi manquez-vous, pourquoi, parlons de la motivation, pourquoi avez-vous envie d'apporter une solution. Donc, c'est quoi le problème? Deuxièmement, donc ça c'est le besoin. Deuxièmement, pourquoi avez-vous envie d'apporter rapidement une solution? Ça c'est la question des motivations, on en avait parlé la dernière fois. Et troisièmement, c'est au moment de vouloir avoir une solution, comment comptez-vous avoir cette solution? Quels sont les critères de choix que vous allez utiliser, ce qu'on appelle les modules d'achat? Donc, quand on a les besoins, les motivations, les modules d'achat, c'est les SONCA et autres, là. Quand on a ces éléments, on a cerné le problème du client, on sait ce qu'il veut, pourquoi il le veut, dans quelles conditions il veut l'acquérir. On a les 3 éléments clés de la question. Maintenant, se pose un autre aspect, c'est comment maintenant apporter la solution. Et c'est là maintenant qu'on va se dire, OK, il faudra aller vers une argumentation puisque je comprends très très bien ce que le client veut. Je vais maintenant lui apporter l'approche nécessaire pour qu'il puisse savoir que nous avons la solution qu'il lui faut pour pouvoir répondre à ses besoins. Voilà, bien. Avant juste de passer à la phase argumentation, il y a un point que je n'ai pas abordé la dernière fois en parlant de la découverte, c'est notamment les aspects qui sont liés aux entreprises, parce qu'on a beaucoup parlé des clients B2C,
oui, B2C qui achètent pour eux-mêmes. Mais on a un peu moins parlé aussi, c'est vrai que dans les exemples, on donne des B2B, mais on a moins parlé des B2B. Voilà. Donc, mais j'avais dit qu'un B2B, c'est quelqu'un qui, quand vous lui vendez, il faut prendre en compte à la fois ses facteurs personnels, mais aussi prendre en compte notamment les facteurs de l'entreprise. Parce que quand l'entreprise achète, quand par exemple on dit on va acheter des imprimantes, on va acheter des bureaux, ou on va acheter, je sais pas moi, des matières premières, on l'achète pas pour acheter, on l'achète selon un processus de production bien déterminé, parce que l'entreprise veut fabriquer X nombre de produits, ou veut faire X nombre de prestations de services. Donc il y a un cadre organisationnel qui nécessite notamment les achats pour pouvoir faire des services à la clientèle. C'est pourquoi l'achat B2B n'est pas un achat final, c'est un achat intermédiaire. J'achète pour pouvoir fabriquer des produits à vendre à une clientèle finale. Voilà, bien. Donc, souvent, le mode d'achat est un mode d'achat assez particulier. Ça, faire un cours sur, en live sur le marketing industriel, voilà, parce qu'il y a ce qu'il y aura moins appelé le centre d'achat. Il y a tout un ensemble d'éléments qui entrent dans notamment le processus même de choix du fournisseur, sans compter les appels d'offres et tout ça, voilà, bien. Mais je veux juste rappeler que une étude a été faite pour voir quels sont les critères les plus généralement utilisés par les entreprises pour pouvoir notamment choisir leur fournisseur. Et ça, c'est important, peut-être aux commerciaux de le savoir. Ça peut les aider à mieux, en tout cas, affûter leur approche. C'est comme le Sonka. Le Sonka, c'est juste une approche conceptuelle pour pouvoir dire c'est une méthode qu'on peut utiliser. Là aussi, il y a quelques critères qu'on peut utiliser sur lesquels vous pouvez vous fonder. Mais attention, c'est toujours en marketing. Écoutez d'abord, essayez de comprendre avant d'apporter la solution. Mais les clients, on ne leur balance pas comme ça des arguments. Voilà, bien. Donc, une étude qui a été faite a montré que les entreprises industrielles, en tout cas, attendent beaucoup de leurs fournisseurs, évaluent du moins les fournisseurs sur la base des services offerts. C'est-à-dire, est-ce que les services qu'on m'offre me permettent d'avoir un service global? C'est-à-dire, au lieu d'acheter par exemple un produit, ensuite d'aller contracter avec un livreur, ensuite d'aller contracter avec des techniciens, etc., est-ce que je peux avoir un fournisseur qui peut me donner tout ça? Donc ça, c'est l'étendue des services, c'est un critère de choix. Et c'est un point important parce que réellement, c'est du problem solving system, quoi, approche. Okay. Deuxième élément, c'est la qualité des produits. C'est très important parce que ceux qui achètent, ils achètent, comme je l'ai dit, dans un processus. Quelquefois, par exemple, une entreprise certifiée qualité, elle ne peut pas acheter un certain nombre de produits, ou bien elle ne peut pas acheter n'importe quel produit, parce qu'il va y avoir des normes d'entrée sur même les qualités des intrants, parce que la qualité de l'extrant dépend en amont aussi de la qualité des intrants. D'accord? Donc ça, c'est important, sans compter que le produit peut être spécifique et demander des caractéristiques spécifiques. Hein, voilà. Donc une entreprise peut dire j'ai besoin de la qualité la plus mauvaise. Justement, c'est ça qui lui permet d'avoir son meilleur produit à lui. Donc, c'est la qualité, qu'elle soit bonne ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'adaptation de la qualité de votre produit à lui, la qualité de son attendu dans son système de production. D'accord? L'autre aspect, c'est le soutien du fournisseur. C'est le soutien du fournisseur. Ça, c'est un point extrêmement important, c'est vraiment tous les services avant et après la vente, c'est le conseil, c'est l'accompagnement, c'est toute l'expertise mise en place, etc. Ces aspects sont très importants pour les entreprises parce que les entreprises souvent ils partent de ce qu'on appelle une logique de coût à une logique d'investissement. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Ça, une entreprise, quand elle achète des matières premières, elle ne réfléchit pas coût. Elle réfléchit aujourd'hui à investissement. Quand une entreprise fait une formation, elle ne réfléchit pas coût, elle réfléchit investissement. Et quand on parle investissement, on réfléchit derrière aussi, on a comme objectif le rapport en fait investissement-rendement. Donc on se dit, c'est quoi la rentabilité de mon investissement? Donc de plus en plus, les entreprises se disent, moi j'ai besoin d'avoir quand même un fournisseur qui puisse me donner le maximum de soutien possible pour que l'investissement que j'ai fait auprès de lui me permette d'avoir la rentabilité. Donc son expertise, son accompagnement vont être très important. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas, en tout cas, je me suis déréférencé de certains organismes de formation qui financent la formation publique gratuitement, enfin en tout cas dans des conditions très intéressante pour les entreprises. Je leur avais dit très sérieusement, ça ne sert à rien de financer des gens pour des formations et d'aller chercher des formateurs en disant qui est le moins 10 ans. Ça ne coûte absolument rien. Ça va être des actions que les gens vont faire. Les formations vont se faire toutes les années. Ça ne changera absolument rien. Ce qui va apporter des solutions, c'est de se dire, travaillons sur l'appui aux entreprises, au lieu de faire la politique en disant j'ai fait 1000, 2000 actions de formation, si vous faites 500 bonnes actions de communication qui se traduisent par des bons résultats,
sur une année, c'est bon. Ça permettra l'année prochaine de laisser ces 500 entreprises-là et d'aller vers 500 autres entreprises. Mais quand vous avez les mêmes entreprises qui reviennent chaque année pour faire les mêmes formations dans des coûts extrêmement bas, ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, je dis qu'une entreprise qui fait de la formation doit réfléchir de manière globale. Il ne s'agit pas seulement de mener une action de communication, mais travailler en amont sur l'identification des besoins parce qu'il y a une évaluation des compétences, parce qu'il y a une évaluation annuelle qui ressort quels sont les besoins de compétences, etc. Tout ça, c'est fait en RH. Ensuite, maintenant, par exemple, pour le cas de la formation, il est important que l'entreprise ou l'agence chargée de faire la communication s'occupe de tout, c'est-à-dire en amont, l'évaluation des compétences, des besoins, etc., de voir quels sont les gaps à rattraper du point de vue professionnel, que ce soit technique, que ce soit soft, etc., de voir les aspects liés à l'organisation des sessions, en tenant compte notamment de leur mise en œuvre, et après, l'accompagnement avant l'évaluation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on fait ça, on a réellement la possibilité de permettre aux entreprises de faire le meilleur investissement possible. En tout cas, chez Avantage Consulting, c'est ce que nous faisons et je crois que beaucoup d'entreprises aussi font ça. Quoi qu'il en soit, les entreprises peuvent se dire, OK, moi, je vais choisir le fournisseur sur la base notamment du soutien, de l'appui qu'il m'apporte. D'accord? Un autre critère aussi qui peut être utilisé, c'est le prix compétitif. C'est vrai que souvent, les gens parlent de prix bas. Le prix bas, ça peut être une qualité basse aussi. Ça, c'est vraiment important. C'est vrai que beaucoup d'entreprises font des appels d'offres sous forme de DRP, ça demande de renseignement de prix, en disant que celui qui va gagner le marché, c'est celui qui va être le moins cher. Bon, d'accord, moi je comprends qu'on puisse mettre une DRP et rechercher celui qui coûte le moins cher, mais ça signifie en amont déterminer très clairement aussi les caractéristiques. Ça, quand on détermine les caractéristiques en disant c'est exactement les caractéristiques de la qualité que moi je veux, ni plus ni moins, en ce moment-là, on peut dire celui qui a exactement ces qualités-là, qui va coûter le moins cher. Là, je suis d'accord pour cette notion de DRP. Vous voyez, parce qu'on va travailler sur exactement le même produit, mais les gens vont nous vendre sur les prix moins chers. Donc ça, le prix va être un prix compétitif, voilà. Mais si les DRP, ça veut dire vendez-moi juste une voiture, je mets une DRP, chacun amène sa marque avec ses caractéristiques différentes, forcément, ça va amener de gros problèmes. Donc, il est important que les gens qui font des DRP travaillent en amont de manière très claire, très précise, les caractéristiques pour que, notamment, la différence se fasse uniquement au niveau des prix. Ça, c'est très important. Sinon, il y a du dumping. Sinon, ça décourage aussi certains fournisseurs de faire du travail de très, très bonne qualité. Voilà, bien. L'autre aspect, c'est la réputation du fournisseur. C'est très important de se dire, OK, j'achète une marque, mais j'achète auprès de qui? Toujours, ça revient au problème des entrepreneurs qui, en fait, ont une marque, ils sont pas très, très connus et quand ils viennent sur le marché, c'est compliqué. Les gens leur disent, on vous connaît pas, on ne sait pas ce que vous avez fait dans le passé, etc. et tout. Mais bon, c'est important là aussi, peut-être, de pouvoir commencer un peu, d'avoir des partenariats et de pouvoir se faire connaître pour petit à petit aussi avoir une certaine réputation. La réputation, c'est pas une question seulement de notoriété, ne l'oubliez pas. C'est surtout une histoire d'image, d'accord? Mais c'est surtout une histoire d'expérience vécue par vos clients anciens qui en fait vont en parler. C'est ça la réputation. Les gens parlent de ce qu'ils savent de toi. C'est ça la réputation. Maintenant, cette réputation-là, travaillons-la. Il ne s'agit pas de voir 1000 clients pour avoir une bonne réputation. Quand on a 10 clients qui attestent que vous faites un travail de qualité, que vraiment ils ont été extrêmement satisfaits par tous les processus de fourniture de produits ou de services que vous leur avez fait, rien que ces attestations-là sont extrêmement bons pour aller attaquer n'importe quel client parce que ici, c'est des clients indépendants qui viennent dire qu'ils sont extrêmement heureux de vous. Donc, c'est important de travailler notamment sur la réputation. Voilà. Oui, la perception, c'est que généralement, je fais très attention à certains concepts. La perception est psychologique et elle est plus liée en fait aux éléments de positionnement. Alors que l'image n'est pas une perception, c'est une appréciation. Voilà. On peut discuter plus longtemps, Papa Aboubacar Ndiaye, sur l'ensemble de ces concepts qui sont extrêmement intéressants. Mais c'est vrai aussi que la réputation peut peut-être être une histoire de perception. Mais ici, à mon avis, c'est une appréciation. C'est des gens qui vous connaissent, qui parlent de vous. C'est vraiment dans ce sens-là. N'oublions pas aussi que le terme de réputation est plus utilisé dans le milieu anglo-saxon et que dans le milieu francophone, on distingue la notoriété et l'image. C'est comme pour la communication où nous, on distingue publicité, promotion, là où les anglo-saxons parlent généralement de promotion, etc. Là aussi, il y a un problème linguistique, mais je crois qu'il y a derrière aussi un problème conceptuel. On pourrait en discuter à d'autres occasions. Sinon, le grand Lai Bombasek, spécialiste des marques, va en discuter avec M. Diaby, qui a fait un très bon truc sur la communication. Bien. Donc, ça peut être la perception, si on peut utiliser un langage terme, un langage facile, voilà. Mais ce que je veux juste dire, c'est
Les clients qui ont déjà travaillé avec vous et qui sont très satisfaits, ce qu'ils disent de vous, c'est ça votre réputation. Maintenant, ça peut être une perception, appelez-le comme vous voulez, mais c'est ça que moi j'appelle réputation. Parce que c'est important que votre client appelle un autre et qu'il lui dise, bah, écoutez, Monsieur Khan est passé là, on a fait ça, on a été très heureux. Pour moi, c'est ça la vraie réputation. Et je crois que ce n'est pas une perception, c'est une réalité vécue. Donc, notamment, c'est une appréciation. Bien. Donc, l'autre aspect, c'est l'amabilité du fournisseur. C'est important d'être aimable avec ses clients. Vraiment, je crois que c'est très important que les gens soient aimables avec leurs clients. L'amabilité, c'est l'écoute, c'est la compréhension. Ça ne veut pas dire leur donner plus qu'il n'en faut, mais c'est l'écoute. Le seul fait, à chaque fois qu'ils appellent, de prendre l'appel, de se déplacer éventuellement, ou de leur demander d'envoyer des photos ou des trucs, etc. Rien que cette attention-là est une très, très grande amabilité. Les clients ne sont pas cons. Ils signent des contrats avec vous. Donc, ils savent où commence le contrat et où se termine le contrat. Quand ils ont un problème qui sort du cadre du contrat et qu'ils vous appellent, ils savent que le problème n'entre pas dans le contrat. Mais ils cherchent à voir, est-ce que vous pouvez leur apporter une solution? Donc, montrez-leur que nous sommes très intéressés par votre problème, nous avons vraiment envie de vous apporter des solutions. Laissons-nous voir ce qui est possible et quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Et généralement, les entreprises qui sont très attentives, qui savent écouter, qui montrent aux clients qu'ils veulent les accompagner, ça leur apporte du business. Hein. Ces avenants dont vous entendez parler dans les contrats de marché public, c'est ça qui l'emmène. C'est un contrat qui travaille avec un fournisseur, ça marche très très bien. Dans la prestation ou dans le processus, le client se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose d'autre dont il aura besoin. Il en parle à celui qui a gagné le marché et qui l'exécute. Cette personne lui dit, écoutez monsieur, c'est vraiment possible, laissez-moi vous conseiller, etc. Ou bien je vous montre les possibilités, ou il le conseille, il nous montre les voies. Et l'autre se dit, ben, écoutez, donc c'est possible d'avoir ça. Est-ce que vous est possible de faire ça? Oui, travaillons sur d'être aimé avec la clientèle peut être une source notamment d'acquisition de nouveaux marchés avec les clients et de satisfaction et de fidélisation de la clientèle. Donc ça, c'est des choses vraiment très très importantes parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs, à chaque fois qu'ils vous vendent, c'est terminé pour eux. C'est au revoir, au revoir. Il y en a d'autres quand ils vous vendent un prix sur lequel ils n'ont pas beaucoup de marge, ils vous haïssent presque. Voilà, ils vous écoutent plus, ou quand vous les appelez, ça va être qu'est-ce que tu veux, cette fois-ci, je vais plus te faire davantage, etc. Alors que c'est pas ça. Quand tu as vendu, tu as vendu. De toute façon, tu n'as pas vendu à perte, tu as vendu toujours en gagnant, la vente à perte étant complètement illégale. Voilà, bien. Et un autre aspect, c'est la personnalité du représentant commercial. Je ne sais pas si vous le savez, mais le représentant commercial, de par sa qualité, sa prestance, joue un rôle très, très important dans le choix des fournisseurs. Donc, tous les conseils qu'on vous donne sur les qualités commerciales, sur le fait d'avoir la tchag, de pouvoir bien parler, de savoir bien écouter, d'être réactif par rapport aux clients, c'est extrêmement important dans les décisions d'achat, notamment des entreprises, d'accord? L'autre aspect, c'est maintenant tout le reste, c'est les conditions commerciales sur les modalités de vente, mais ça, c'est vraiment ça de le voir. C'est le prestige du fournisseur et quelquefois c'est la réciprocité. La réciprocité, c'est le fait que quand tu me vends un service, je peux le payer à moitié et l'autre moitié, je te vends un autre service. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Par exemple, beaucoup de chaînes de télévision le font sur la publicité où par exemple, ils demandent à des marques de leur donner des produits en contrepartie, ils leur donnent des espaces pour la publicité. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Ça se fait aussi dans d'autres domaines. Voilà, bien. J'ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment des points que je voulais amener en précision, notamment sur cet aspect qui est lié notamment à la découverte client. Voilà, bien. Donc, je vais juste introduire sur l'argumentation. S'il le faut, je vais continuer la prochaine fois. On a tout le temps durant le Ramadan pour discuter. Si vous me le permettez donc, voilà, on va prendre le temps nécessaire. On ne va pas s'embrouiller, mais il vaut mieux éclairer les choses pour que ça soit clair pour tout le monde. Voilà, bien. Donc, concernant l'argumentation de vente, elle arrive justement quand on croit avoir assez eu d'informations. Quand dans le dialogue, on écoute les clients, on comprend ses besoins, on comprend ses motivations, on comprend quels sont ses critères de choix. Au moment d'acheter, sur quels critères va-t-il se baser, quels sont les critères qu'il va utiliser pour choisir son fournisseur ou son produit, là, on a une connaissance parfaite. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'arrêter ce processus de dialogue pour vous permettre, vous, de pouvoir maintenant apporter votre solution au client. Parce que dans la phase découverte, vraiment, vous êtes à 90-10, hein, vous êtes à 10% de parole ou moins, et c'est 90% des clients, d'écoute client. Maintenant, il faut passer à une autre séance où c'est le client qui va plus vous écouter et on va faire du 60-40 ou du 70-30 où vous allez plus parler et le client va plus être lui en situation d'écoute. Voilà. Maintenant, quand on pense avoir assez compris, on commence par faire une chose très importante, c'est la récapitulation.
C'est très important. Donc, c'est une reformulation, mais qui sera faite sous forme de récapitulation. Pourquoi la récapitulation est importante? Parce que ça nous permet de nous assurer de ce qu'on appelle notamment la synchronisation de ma compréhension des besoins du client et de la manière dont lui, il les a exprimés. Voilà. Donc, je vous donne un exemple très simple. C'est quand je discute avec un client, en certain moment, je pense avoir bien compris, ça va être vraiment, Madame Diop, si je vous comprends très très bien, aujourd'hui, vous avez une équipe commerciale qui fait de très très bons résultats, mais notamment depuis 3 mois, vous vous rendez compte qu'il y a une baisse importante quand même des chiffres d'affaires, qu'ils sont un peu moins motivés et que vous êtes en train de vous demander est-ce qu'il faudra plutôt les former ou leur faire en tout cas un coaching pour pouvoir mieux les encadrer. Est-ce que c'est bien ça, madame? Ça permet de dire, ah, c'est exactement ça. Ou bien ça veut dire, ah, je vous augmente aussi que ça. En tout cas, ça me permet de faire une synthèse de ce que, notamment, le client vient de prospect a dit et de pouvoir m'assurer avec lui que c'est exactement l'enjeu de notre discussion, l'enjeu de la solution que la personne a attendue. En général, quand vous lui dites, la personne peut vous dire, écoutez, il y a un point que vous avez oublié, il vous augmente ce point, ou bien il y a un point de trop, le client peut vous dire, oui, vous avez raison, mais tel point, c'est pas le plus important. Et vous comprendrez la hiérarchie de l'importance des problèmes posés par le client. Quand je connais ce que mon client veut, quand je sais quel est son problème et quelle est l'envergure de la solution qu'il veut, le travail maintenant que j'ai à faire, c'est un travail de médiation. L'argumentation est un travail de médiation. C'est aller dire au client, OK, tu as un besoin, mon produit est une solution. Maintenant, comment faire pour que ton besoin, que tu comprennes que ton besoin a comme solution mon produit. C'est aussi simple que ça. Parce que le besoin, il n'est pas évident. La preuve, c'est qu'on a discuté longtemps pour que je vois ton besoin. Mon produit aussi, il est parfait, mais sa perfection ne parle pas d'elle-même. Il faut que moi, en tant que commercial, je sois l'intermédiaire pour expliquer. Donc, mon travail, c'est de dire, par rapport à chaque besoin, donc je ne pars pas de mon produit, l'argumentaire ne part pas du produit, l'argumentaire part des besoins identifiés. Voilà. Justement, madame, par rapport à la formation, nous avons une offre particulière. Mais on ne va pas dire, bonjour madame, justement, on a un produit de formation. Non, ne partons pas de notre produit. Notre produit, c'est juste un médiateur. Ce n'est pas pour rien que dans l'approche moderne du marketing, parce que le marketing depuis très longtemps avait été sous l'emprise des grands économistes, là, avait été un marketing de produits, de prix et de qualité, mais depuis l'émergence de l'école du marketing management, on parle de moyens d'action du marketing. Le produit, les 4 éléments du mix, là, c'est des moyens d'action. Le plus important, c'est la stratégie. Donc, n'oublions pas que mon produit, mon prix, ma communication, ma distribution sont des moyens d'action pour atteindre mon objectif stratégique ou en tout cas les plans sur lesquels je me suis engagé sur l'année ou sur les 5 ans. D'accord? Donc, c'est important que je puisse pas partir de mon produit, mais que je parte des attentes identifiées. Donc, j'ai vu que justement, madame, par rapport à la formation, sur lesquelles vraiment vous avez envie que vos commerciaux soient mieux capacités, qu'ils aient une meilleure maîtrise des techniques de vente et qu'ils puissent notamment augmenter leur taux, par exemple, de transformation de 10 ou 20%. Voilà, justement, par rapport à ça, nous avons développé une nouvelle offre qui intègre ça, etc. On montre les arguments de notre produit, en tout cas, ses caractéristiques, qui sont des caractéristiques réelles. On montre comment est-ce qu'ils sont de vrais avantages qui constituent une réponse la plus appropriée par rapport aux besoins identifiés. C'est très important, d'accord? Donc, il faut partir de ça. Qu'est-ce que le client veut? Qu'est-ce que mon produit offre? Et quand on parle de mon produit, on ne parle pas seulement du produit sec. On parle de ce que notre offre parle. N'oubliez pas, j'ai parlé d'approche globale de l'offre. Hein, l'approche globale de l'offre. Même quand on parle de formation, et quand je parle de Way, etc., on a une formation. Quand j'explique le produit formation et qu'il est très bon, mais il faudrait que j'explique tout le reste aussi. Ou bien que j'ajoute le reste qui peut être un plus. Parce que quand on parle de formation, peut-être qu'on parle de restauration, peut-être qu'on parle de formation, on parle d'hôtellerie, etc. Donc tous ces éléments-là, si nous on a des partenaires avec des hôtels ou des trucs comme ça, c'est important de le mettre en plus parce que ça vient couvrir de manière globale pour que le client soit dans un confort complet. C'est-à-dire, je pourrais faire une formation de bout en bout avec le suivi, l'évaluation, l'accompagnement et tout, l'organisation matérielle et tout. Je peux confier à quelqu'un qui peut me faire tout ce job sans que je ne puisse bouger. Donc, c'est important de vendre aussi ça. Donc, parce que n'oubliez pas qu'on ne répond pas à une question, on apporte une solution à un problème. Je vous avais dit dès le départ sur l'orientation client que Théodore Levitt disait que les clients n'achètent pas des ils achètent des solutions à leurs problèmes. Donc ça, c'est un point important, d'accord? Voilà. Alors, donc, l'argumentation est un exercice psychologique.
C'est vraiment psychologique. C'est pour ça que je disais que quand vous êtes un commercial et que vous voulez vraiment être très très bon dans la vente, développez votre art de la narration. Développez votre art de la narration. Alors, c'est quoi la question? Est-ce que l'argument de vente est relatif au type de client que l'on a? Cher Ahmadou Bamba Maké, voilà. Bon, je peux répondre rapidement à la question. Peut-être, voilà. L'argument de vente n'est pas relatif au type de client. Il est relatif à la solution que le client veut. Je crois que c'est ce que j'explique depuis longtemps, en fait. Quand on négocie avec un client, le client, on travaille d'abord à identifier, lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend, c'est quoi son problème. C'est à partir de ça qu'on lui démontre maintenant, si c'est vrai, qu'on lui démontre maintenant en quoi est-ce que mon problème est une solution, enfin du moins, mon offre est la solution pour votre propre problème. Donc, tout part notamment de des attentes identifiées lors de la phase notamment de découverte. Voilà, bien. Et j'ai dit qu'on n'argumente pas par rapport à son produit, mais on argumente par rapport aux attentes identifiées, d'accord? Donc, je disais que quand vous êtes un très très bon commercial, oui, l'éloquence revient aussi ça. C'est important d'avoir une bonne maîtrise de l'art oral, notamment de l'art oratoire. C'est extrêmement important, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous vendez des choses statiques à quelqu'un qui veut les voir vivants. C'est ça le problème, en fait. Et vous les rendez vivants dans leur tête. Voilà. Quand quelqu'un, par exemple, vient vous dire, OK, nous avons des clims, si vous voulez dire à quelqu'un, vous avez besoin, monsieur, de climatiseurs? Oui, mais justement, monsieur, on a des climatiseurs. C'est des climatiseurs A, B, Z, de courant, etc. Quand vous lui parlez des caractéristiques de votre climatiseur, il va vous dire, c'est génial, mais je m'en fous, j'en veux pas. Parce qu'il n'achète pas des caractéristiques techniques, des normes d'isolation thermique, des normes éco-énergétiques. Tout ça, c'est génial. Mais celui qui achète, ce n'est pas un technicien, il s'en fout. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est que tu lui montres comment est-ce que dans sa tête, que tu lui crées ce rêve-là où il a la clim chez lui. Et pour ça, il faut être très bon dans l'art de la narration. Vous dire, imaginez, monsieur, le soir, aujourd'hui, avec cette chaleur énorme qui va jusqu'à 48-50 degrés, vous avez votre clim dans votre chambre très très bien fait dans un espace où justement par notamment vous sortir de l'air très très frais que vous pouvez vous-même ajuster, etc. Et qui vous permettra vraiment d'avoir, etc. Vous avez une très bonne insonorité, c'est extrêmement, il n'y a pas de bruit, voilà, ça vous donne un air frais. L'avantage est que vous pouvez même notamment utiliser votre thermostat ou vous pouvez notamment déterminer le temps pour que ça puisse passer. Vous pouvez notamment lier aussi la diffusion de l'air frais par rapport à une température que vous voulez et le climatiseur va s'ajuster, ce qui fait que vous pouvez passer une nuit très très saine sans être obligé de vous lever par exemple la nuit pour augmenter ou diminuer la clim, etc. Parlons-lui de ça. Mais il faut savoir être bon dans la narration. Il faut savoir être bon dans le récit, quelle que soit la langue utilisée. Si vous n'êtes pas bon en français, ça va être compliqué. Si vous n'êtes pas bon en Wolof, on a des commerciaux qui vont aller vendre à des gens qui sont plutôt des gens Wolof et qui vont... Oui, mais c'est que papier, de ma beaucoup carré, etc. On a des jeunes ici qui sont jamais sortis de Dakar, ou de leur village d'ailleurs, qui veulent être des choco-choco, qui utilisent des termes complètement déplacés. Quand tu parles Wolof, parle Wolof. Et du bon Wolof. Quand tu parles français, parle français. Et du bon français. Quand tu parles Djola, parle Djola et du bon Djola. Quand tu parles Pula, bon Pula. Il faut être très bon dans ce qu'on fait. Il faut être très très bon dans ce qu'on fait. Il ne faut pas être à moitié bon. Non, tu dois être soit extrêmement bon ou pas bon du tout, quoi. Voilà. Donc, soyons très très bons dans la narration, quelle que soit la langue utilisée. Ça, je voulais vraiment y tenir compte, parce que c'est ce qui nous permet de mettre le client dans le bain, de le faire voyager déjà dans l'utilisation du produit. Parce qu'on en reviendra la prochaine fois. Là, un des signes clairs de l'achat du client, c'est quand le client est dans la détente et commence par vous dire « Oui, mais la clim, alors je devrais la mettre à gauche, la fenêtre, etc. » Ça veut dire que le rêve est déjà dans sa tête et qu'il se voit déjà avec ce produit. Donc là, c'est un signe, par exemple, d'achat. On va en parler la prochaine fois. Mais pour que ça puisse être dans sa tête et qu'il ait envie d'acheter, c'est à vous quand même de pouvoir lui faire la narration, le récit, pour vraiment le plonger dans un univers où il se dit c'est exactement la solution que je voulais. Donc ça, c'est vraiment des conseils que je donne aux commerciaux, mais je crois qu'ils le font très bien. Il faut peut-être juste s'améliorer pour ça. Voilà. Bien. L'autre aspect, c'est de vérifier quand on argumente que les arguments ont porté. Hein. C'est très important. Merci Khalifa, il est en train, Khalifa Diaby qui me le rappelle. C'est important quand on fait de l'argumentation de vérifier que ce qu'on appelle que l'argument.
Donc, c'est toujours que, justement, monsieur, vous conviendrez avec moi que nous avons un système de climatisation qui est particulièrement innovant et qui vous permet vraiment d'avoir un confort particulièrement, etc. Nous conviendrons avec vous. Ça, c'est une approche qu'on peut utiliser, par exemple, pour dire à l'individu, parce que ça amène ce qu'on appelle des Ja-Nein-Frage, ça, des questions fermées. C'est oui ou non, parce que le client va vous dire oui ou non. Mais quand on dit en général, quand on aborde un argument en disant vous conviendrez avec nous, il faut aussi faire très très attention au client parce que vous affirmez et le client par pudeur peut ne pas vouloir vous dire non, mais il ne dira pas oui non plus. Donc ça aussi, il faut vraiment regarder le non-verbal parce que le non-verbal pourra dire des choses. Quand il ne vous dit pas clairement oui, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Donc ça aussi, il faut vraiment regarder le non-verbal pour pouvoir identifier. Voilà. N'est-ce pas aussi, c'est un truc qu'il faut utiliser, n'est-ce pas, voilà, pense vous êtes d'accord avec moi que, etc. Mais dans l'argumentation, il faut vraiment regarder le prospect. C'est très important parce que généralement, socialement, c'est rare de tomber sur des gens qui en fait vous disent exactement ce qu'ils pensent. Quoi. Non, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont souvent le client que vous trouvez, il est très poli. Il se dit bon, ce monsieur est venu, il a pris du temps, il m'a rencontré, ou cette dame, il a pris du temps pour discuter avec moi. Je vais pas quand même lui dire des choses qui ne sont pas des choses trop brutes, quoi. Voilà. Généralement, donc, la personne ne va pas vous dire des choses brutes, mais elle va faire des mimiques ou de la gestuelle qui pourra vous indiquer que attention, soit il n'est pas d'accord, soit il n'est pas très d'accord. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment le non-verbal qu'il faut observer et qu'il faut garder en soi pour pouvoir justement derrière maintenant traiter les objections, en tout cas les résistances du client. Voilà, c'est ça. L'autre aspect, c'est que quand les arguments, on ne les présente pas de manière globale, on les présente un par un. On présente par rapport à identifié, comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur, vraiment par rapport à vos formations, ou bien par rapport à la formation d'équipe commerciale, on argumente, on vérifie est-ce que l'argument a apporté. Voilà. La personne va vous dire oui, pour nous, ça peut être vraiment la meilleure solution. Ensuite, on va, par rapport justement maintenant au coaching de vos managers, on y va point par point, on argumente point par point, en partant non pas de nos produits, mais en partant des attentes, des besoins du client. Voilà. Bien. Alors, un autre point peut-être avant de partir, c'est le point sur notamment la présentation du prix. Voilà. Beaucoup de gens ont peur de parler prix. Le prix, c'est le meilleur argument en vente. Voilà. Quand vous tombez sur un client qui vous dit, écoutez monsieur, votre produit, je connais, ce qui m'intéresse, c'est combien ça coûte, pourquoi contourner? Pourquoi avoir peur de parler du prix? Abordons le prix. Quand le client veut, dès le départ, parler prix, parlons prix. Parlons prix. Mais c'est comme je vous l'ai dit, autant votre offre est une offre globale, autant votre prix est une offre globale. Votre prix n'est pas seulement une valeur d'échange. Enfin, c'est vrai que c'est une valeur d'échange, mais votre prix, c'est pas seulement de l'argent. Votre prix, c'est quand même notamment la contrepartie d'une solution globale, d'une solution adéquate. C'est très important de pouvoir regarder ça. On parlera de l'objection la prochaine fois. J'ai pas eu arrêté dans 2 ou 3 minutes. Donc, Massamba, on parlera de l'objection la prochaine fois. On prendra autant de temps qu'il faut. Voilà. Comme je parle beaucoup, on va s'amuser. Et puis le ramadan, je vais le sentir moins. Voilà, vous allez m'aider à moins sentir mon ramadan. Alors, donc, je termine par le prix en disant que quand le client, dès le départ, vous parle de prix, abordons la question prix. C'est très important. Sauf que le prix, on ne l'aborde pas en disant « Oui, monsieur, ça ne coûte que 500 000 francs. Oui, monsieur, ça ne coûte que 10 francs, etc. » Non. On va essayer de montrer que le prix, c'est la valeur d'un ensemble de prestations. Donc, montrons que notamment dans notre produit, nous avons par exemple des options, si c'est le cas. D'accord? Montrons donc le prix unitaire des produits, si c'est uniquement le prix unitaire. Mais généralement, il y a tout le reste. Il y a l'ensemble des services autour de la vente, que ce soit des services qui sont liés notamment à la livraison, au service après-vente, à la maintenance, etc., au partenariat. Il y a l'ensemble de ces éléments-là qui viennent former le prix, sans compter maintenant les modalités financières de paiement qui peuvent se faire en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois, à 15 jours, à 30 jours, etc. Ou bien même des modalités de partenariat avec des banques pour qu'elles vous aident à financer. Donc tout ça, pour moi, c'est les éléments financiers. D'accord? Donc, quand on vous demande de présenter, quand le client, dès le départ, vous demande de parler de votre prix, ça juste après la phase de découverte, de grâce, n'allez pas trop loin. Parlons directement du prix. Mais relions le prix à la prestation. Ok? Je vous donne un exemple très simple. Si par exemple, je dis à par exemple, ma cliente qui va acheter la formation, vos formations sont à je vais écouter, madame, vraiment,
le prix, on peut sérieusement en discuter. Non, mais monsieur, donnez-moi un ordre de prix. Je dis, ok, vraiment, on peut vous le faire globalement à 1 million de francs, d'accord? Voilà. Ah, mais monsieur, 1 million, c'est cher. Non, non, mais laissez-moi juste vous expliquer, parce que dans les 1 million, c'est vraiment un coût assez global. Vous comprendrez derrière que, imaginez tout ce qu'on va faire comme effort pour notamment faire temps, pour organiser la formation, etc. Et tous ces aspects-là, réellement, auraient pu coûter largement plus cher, mais là, négociation, on peut vous donner l'occasion de juste venir essayer de voir dans un partenariat à très long terme. Voilà. Et là, généralement, le client peut vous dire, oui, mais c'est un peu cher pour moi, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Et là, je pourrais dire, écoutez, vraiment, madame, on vient de vous présenter notre prix le plus optimum, voilà. Par contre, on peut travailler sur les modalités de paiement, voilà. Donc, et on parle de ça. Ce qui fait que réellement, on va travailler sur tous les aspects qui sont liés au prix. Et pas seulement le prix du genre, ça coûte 500 000, c'est ça ou c'est rien. Donc, présentons le produit, le prix du mois, mais présentons surtout la valeur d'un ensemble de prestations qu'on fait. Voilà. C'est pourquoi aussi je conseille, quand vous allez en vente, de ne pas venir avec un seul prix. Comme je l'ai dit, hein, puisqu'en amont, vous travaillez sur des scénarios de négociation, en disant que ça peut se passer comme ci ou ça peut se passer comme ça, et vous présentez pour plusieurs scénarios, préparez-vous sur les scénarios de prix. Parce que le prix, c'est aussi dans la tête que ça se passe. Hein. Le prix, c'est une valeur qu'on accepte. Hein. J'avais dit que les clients n'achètent pas ce qu'il y a dans leur poche, ils achètent ce qu'il y a dans leur esprit. Voilà. Combien d'entreprises investissent des milliards qu'ils n'ont pas, mais ils vont emprunter parce que pour eux, ça vaut le coup. Donc, c'est important de se dire comment est-ce que je peux psychologiquement présenter le produit pour que l'individu comprenne que c'est pas seulement un prix, mais c'est une valeur peut-être même minorée d'un ensemble de prestations. Et en ce moment-là, on peut utiliser certaines techniques comme l'addition, la soustraction, la multiplication ou la relativisation. Mais ça, c'est des techniques certainement que M. Diaby vous expliquera lors de l'un de ses mails sur notamment la force de vente ou la gestion commerciale. Voilà. Bien, je ne voudrais pas abuser du temps qui m'a été imparti. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour cette écoute, pour le temps que vous m'avez donné, pour aussi cette aide que vous m'apportez aussi pour mieux supporter le mois de Ramadan. Voilà. Je rappelle juste que les enfants, comme vraiment j'ai pris l'engagement. Alors, Papa Karniaï qui dit que le marketing c'est le tech-rel pur et dur. Je ne sais pas si c'est du tech-rel. Si c'est du tech-rel pour Nakhaté, c'est pas ça le marketing. Dans le marketing, peut-être si c'est du tech-rel pour amener l'autre à comprendre qu'on lui apporte la meilleure solution et que nous aussi, vraiment, on se bat pour apporter la meilleure solution. Oui, ce tech-rel-là, c'est un tech-rel positif. Mais quand c'est tech-rel pour dire ça, vraiment, on n'en veut pas du tout en marketing. Donc, je sais pas, comme je suis vieux là, maintenant, je comprends pas très bien vos langages là. Mais si c'est tech-rel en disant que c'est vraiment une histoire de psychologie, oui, je suis parfaitement à 1000% d'accord avec vous et j'aurais mis un gros love sur votre commentaire. Voilà, bien. Donc, n'oubliez pas les enfants, les gars. Ils sont à la maison, que ce soit les filles et les garçons. Certaines écoles se sont organisées pour pouvoir faire des cours online. Inscrivez vos enfants, suivez-les. Aidez-les à pouvoir suivre ces cours-là. Beaucoup d'écoles le font, j'ai pas envie de faire de la publicité. Beaucoup d'écoles continuent leurs cours, surtout pour les classes d'examen aussi. Ils leur donnent des cours, même pour les non-classes d'examen, ils leur donnent des cours, les maîtres font des cours à distance. Ils ont Zoom, je crois que j'utilise Zoom ou en tout cas d'autres logiciels, ce qui permet aux élèves d'aller s'inscrire et de regarder les cours. C'est vraiment des cours mais virtuels. Beaucoup d'écoles le font. Encouragez les enfants à faire ces cours. Parce qu'il faut préparer aussi l'enfant à retourner à l'école. Voilà. Surveillons-les. Ne les laissons pas sans surveillance. Ne les laissons pas faire ce qu'ils veulent. Il faut aussi qu'ils comprennent que l'éducation reste. Ne les jetons pas aussi parce qu'ils nous emmerdent. Ce sont après tout nos enfants et nous en avons la responsabilité devant les hommes, devant les dieux, devant Dieu du moins et devant l'histoire. Donc, aidons-les, évitons que nos petites filles et nos filles tout simplement soient agressées. Vraiment, connaître le SIDIAP, comme je dis. Les enfants, il faut vraiment qu'on les encadre, voilà. Il faut aussi que dans la maison, qu'on puisse travailler sur la médiation, qu'on règle les problèmes. C'est vrai que souvent des gens qui ne s'entendent pas, qui ne se voyaient pas, ça ne posait pas de problème. Mais quand on ne s'entend pas et qu'on est obligé de vivre ensemble dans une même maison sans sortir, c'est vrai que ça crée des problèmes. Donc travaillons sur un peu ces médiations sociales dans la maison. Qu'il n'y ait pas de combat, qu'il n'y ait pas de guerre. Vous voyez ces actualités qu'on vous montre où les gens versent de l'huile, ou tuent, ou cassent des jambes, c'est des problèmes. Quand nous, chacun doit vraiment s'y mettre pour que ça puisse avancer. Je vous souhaite le meilleur. Ne bougez surtout pas, restez sur Marketing TV. Moi, c'est devenu ma télé et j'y participe et je regarde avec beaucoup de bonheur. Bon de goût, à très bientôt. Respectez les normes d'hygiène sanitaire. Voilà. Allez, ciao. Merci. Là, bon, j'attends mon de goût
autant que Khalifa et Zofoot. J'attends mon dougou, il faut me l'envoyer, comme il y a Rapido maintenant. Allez, ciao, merci. Alors, il y a Idi Amin, voilà. Bon, je crois que Babacar a bien expliqué. TechRel, c'est peut-être juste pour montrer que c'est trompé, mais c'est TechRel pour montrer que tout est psychologique. Mais vous pouvez en discuter sur le fil de commentaires. Voilà, allez, portez-vous bien. Merci. Allez, au revoir. Merci.